Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci beaucoup d'être ici ce matin. Merci d'être venu m'écouter parler. Merci à Adon de m'avoir invité à présenter aujourd'hui. Je suis vraiment très contente d'être ici. Ça fait vraiment plaisir de voir une super belle communauté francophone en plus se rassembler, partager des connaissances. Donc, vraiment contente d'être ici. Aujourd'hui, je vais vous parler de la conception et du design de l'espace sonore en jeu vidéo. Tout d'abord, je vais me présenter pour que vous sachiez un peu qui vous parle aujourd'hui. Alors, mon nom est Anne-Sophie Mongeau. Je viens de Montréal, vous allez peut-être l'entendre. Je travaille en tant que sound designer dans l'industrie du jeu vidéo depuis déjà plus de 10 ans. J'ai travaillé notamment sur Shadow of the Tomb Raider et It Takes Two, et aussi une panoplie de plus petits jeux indépendants depuis mes débuts en 2012. Je suis présentement lead sound designer chez Eidos Montréal, maintenant appelé Eidos Interactive, depuis un peu plus de 2 ans, sur un projet qui n'est malheureusement pas annoncé, donc je ne pourrais pas en parler aujourd'hui. Donc, en fait, au lieu de vous parler de mon projet actuel, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Au courant de mes années d'expérience en game audio, j'ai développé un intérêt tout particulier pour le design de l'espace sonore et tout ce qui concerne la représentation de l'acoustique. Donc, en d'autres mots, c'est ça. Je vais vraiment vous parler de comment représenter l'acoustique en jeu vidéo ou comment traduire un environnement donné en son et donc contribuer avec le son à rendre un environnement vivant, réel et plus convaincant. Alors, des termes comme vous en voyez à l'écran. Object-based, audio objects, 3D audio, Dolby Atmos, Project Acoustics, Convolution Reverb, Ambisonics, Early Reflections. Vous avez sûrement entendu ces termes-là, peut-être que vous êtes familier avec certains d'entre eux, peut-être d'autres moins. La technologie vraiment en lien avec la représentation de l'acoustique et du son en jeu vidéo est en évolution rapide. On voit beaucoup de développement aujourd'hui. Et donc, on entend beaucoup ce vocabulaire spécialisé un peu partout en ce moment. Donc, l'acoustique en jeu vidéo, c'est vraiment un sujet très large qui touche à beaucoup de choses, qui fait poser beaucoup de questions, et notamment quant à la technologie. Donc, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est démystifier un peu tout ça et vous donner un petit compte-rendu de ce qu'il en est en ce moment, complémenté par quelques conseils basés sur mon expérience professionnelle. Donc, je vais vous parler un peu d'intention et de création, mais aussi beaucoup de technologie et de système. Donc, comment on s'y prend concrètement pour designer un espace sonore dans un jeu vidéo. Donc, tout d'abord, l'acoustique, ce qu'on veut représenter. C'est quoi et pourquoi c'est important? Je vais commencer tout simplement avec une définition de l'acoustique qui provient du dictionnaire. Alors, l'acoustique, c'est les propriétés des vibrations des particules de milieu susceptibles d'engendrer des sons, de les propager et de les faire percevoir. C'est aussi l'ensemble des caractéristiques d'un environnement pour la propagation, la réflexion et la diffusion du son. Donc, qu'est-ce que cette définition nous dit? Pour moi, ça me dit que c'est une question de perception. Comment on perçoit notre environnement et comment la propagation du son aide à définir cette perception-là. Donc, l'acoustique en jeu vidéo, on pourrait dire que ça fait référence aux méthodes et aux stratégies d'implémentation des sons afin que l'acoustique d'un environnement donné soit perçue de façon convaincante et donc immersive. On pourrait aussi dire que l'acoustique en jeu vidéo représente toute stratégie qui cherche à imiter ou à représenter la propagation du son dans l'espace. Ces stratégies-là peuvent être fondées dans la réalité, mais elles peuvent aussi être exagérées ou même complètement déconnectées de la réalité afin de transmettre un sentiment ou une ambiance particulière qui sert à l'esthétique et à la direction créative du jeu dans un endroit donné. Alors, ce que je vais faire dans la prochaine heure, c'est que je vais vous parler des sujets suivants. Donc, comment utiliser la reverb à convolution afin d'en tirer le plus grand potentiel de design possible. Je vais vous parler aussi de la technologie Ambisonics dans le contexte de la réverbération et des ambiances. Je vais vous parler aussi de l'importance des réflexions, courtes et longues. Et finalement, un petit mot sur l'audio orienté objet, appelé en anglais Object-Based Audio.
J'en profite pour vous mentionner que je vais donner un masterclass cet après-midi. Donc, pour ceux qui vont y assister, on va se plonger encore plus en profondeur sur les sujets que je vais aborder aujourd'hui, donc de façon très pratique, hands-on, à l'aide d'un prototype de jeu. Donc, tout d'abord, premier sujet, la reverb à convolution. C'est quoi? C'est une façon de générer une réverbération à partir de l'enregistrement d'un espace physique qu'on appelle réponse impulsionnelle. Cet enregistrement mesure comment l'espace répond à la propagation sonore. Et ensuite, par opération mathématique de convolution, on utilise cet enregistrement afin de modéliser et simuler le dit espace physique. Donc concrètement, pour un sound designer, ça veut dire qu'on enregistre ou qu'on obtient une réponse impulsionnelle et ensuite on utilise un plugin de reverb à convolution pour appliquer cette réponse impulsionnelle. Voilà. Et pourquoi c'est important, donc, la reverb à convolution? Pourquoi je vais vous en parler aujourd'hui? Parce qu'à l'opposé de la reverb algorithmique, la reverb à convolution n'essaie pas de reproduire ou de synthétiser, mais plutôt se base sur les vraies caractéristiques d'un environnement physique réel. Et je tiens vraiment à vous en parler parce qu'aujourd'hui, la reverb à convolution, c'est vraiment un standard. Et bien qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a seulement quelques années, on décidait parfois d'opter pour un autre type de reverb, donc la reverb, par exemple, algorithmique, par souci de performance. Mais aujourd'hui, avec toutes les consoles next-gen, c'est vraiment plus une excuse valide. Donc, c'est vraiment, je vais vous encourager à utiliser la reverb à convolution. Donc, je vais vous partager quelques conseils pour l'utilisation de la reverb à convolution dans vos jeux, en partant de l'enregistrement de réponses impulsionnelles jusqu'à l'implémentation. Donc, pour commencer, je vais vous montrer une petite vidéo compilation, en fait, qui montre l'effet de la reverb à convolution en temps réel dans le jeu It Takes Two, sur lequel j'ai travaillé, où 100% vraiment de notre reverb était fait avec des réponses impulsionnelles custom, donc on a enregistré, qu'on a designé nous-mêmes. Dans cette petite compilation vidéo, vous allez entendre, dans le fond, un extrait de gameplay où tous les sons passent dans la reverb, mais on l'entend particulièrement bien sur les sons des personnages, donc la voix, le mouvement et les armes qu'ils utilisent. Donc, vous pouvez porter attention à ces sons, notamment notamment quand les personnages passent d'un environnement à l'autre, et donc comment ces sons-là se transforment d'un environnement à l'autre. On écoute ça. Alors, par étapes. Avant même la capture, donc l'enregistrement, ça commence par la génération d'une impulsion, d'une réponse impulsionnelle, ou mieux encore, d'une génération de banques de réponses impulsionnelles. Il existe des banques de sons commerciales qui offrent des réponses impulsionnelles d'excellente qualité, mais aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de design et d'intention. Donc, je vais vous expliquer comment construire votre propre banque de réponses impulsionnelles et comment l'utiliser. Donc, après la génération de l'impulsion, vient la capture, donc comment on l'enregistre, et puis le traitement, donc l'édition et même le design, l'export, l'implémentation et bien sûr l'itération au besoin. Donc, première étape, la génération de l'impulsion. Voici quelques-unes des méthodes les plus communes pour générer des réponses impulsionnelles. Ça ne veut pas dire que c'est les seules. D'abord, le sine sweep, ou en français balayage sinusoïdal, starter pistol, ou pistolet de départ, le fouet et les feux d'artifice. Il existe des avantages et des inconvénients pour chacune de ces méthodes. Donc, tout d'abord, la sine sweep. Il s'agit de la réponse impulsionnelle la plus fidèle, puisque toutes les fréquences y sont représentées de façon égale et très contrôlée. Toutefois, cette technique demande une logistique un peu plus compliquée. On doit donc transporter là où on veut enregistrer notre réponse impulsionnelle un haut-parleur portable, une génératrice ou une source d'électricité quelconque,
en plus déjà de tout votre matériel d'enregistrement. Et finalement, il faut considérer aussi que la scène sweep s'étend sur une plus longue période de temps qu'une impulsion spontanée. Et donc, les sons environnants, les sons de la nature, le vent, les oiseaux peuvent causer des problèmes et interférer avec la capture. Et ça peut causer des artefacts au moment de la déconvolution. Donc, à l'intérieur, c'est moins un problème, mais aussitôt qu'on veut capturer des réponses impulsionnelles à l'extérieur, la scène sweep, c'est une moins bonne option. Le starter pistol. Il s'agit d'un bon choix pour ce qui est de la qualité de la réponse impulsionnelle. Donc, la réponse en fréquence est plutôt fidèle, même si elle peut parfois demander un peu d'EQ. Son principal défaut, en fait, c'est que ça sonne comme un coup de fusil. Alors, c'est pas idéal de s'en servir dans certains environnements, comme dans les milieux urbains. Il faut faire attention. Les feux d'artifice, vraiment excellente puissance au niveau des décibels, donc ça crée des réflexions intéressantes dans l'environnement. Les feux d'artifice donc, ont vraiment le potentiel de générer d'excellentes réponses impulsionnelles. Toutefois, il existe énormément de types de feux d'artifice, donc il faut trouver la bonne sorte qui fait le bon type de son, sans fluff, sans extra, donc vraiment juste le boom, pas de débris non plus du feu d'artifice. Aussi, il faut considérer que dans certains pays, c'est difficile à se procurer, parfois même illégal à utiliser en dehors de certaines zones ou de certaines dates. Et finalement, peut-être le plus important, en fait, il faut rester à une distance sécuritaire des infrastructures et des bâtiments. Donc, ça élimine déjà tous les intérieurs et tous les milieux urbains. Aussi pas idéal pour les feux de forêt. Donc, il faut faire attention. Le fouet. Donc, la réponse en fréquence n'est pas parfaite, mais elle est absolument utilisable. J'ai créé plein de réponses impulsionnelles avec un fouet et ça se fait très bien. Un bon crack de fouet peut être très fort et très puissant. D'ailleurs, si vous en utilisez un, je vous conseille d'utiliser des bouchons pour vos oreilles. Toutefois, ce n'est pas toujours facile à manipuler. Donc, provoquer ce crack vraiment puissant, ça prend la pratique et un bon fouet. Ça peut coûter cher, en fait, un bon fouet. C'est aussi pas tout à fait pratique dans les espaces restreints à cause du mouvement, bien sûr. Et il faut faire attention au son du fouet qui retombe au sol une fois le mouvement terminé, qui peut causer comme des artefacts dans votre réponse impulsionnelle, et même vous qui bougez en manipulant le fouet. Aussi, peut être considéré comme une arme blanche dans certains endroits, donc vous n'avez pas toujours le droit d'avoir un fouet sur vous. Donc, pour faire un choix, il faut considérer vos buts, en fait, vos objectifs. Qu'est-ce qu'on enregistre? Est-ce qu'on veut faire une réponse impulsionnelle à l'intérieur, à l'extérieur, en ville, en nature? Aussi, on veut que la capture soit facile, qu'elle soit simple. On veut minimiser aussi la quantité d'équipement requise. On veut être mobile, idéalement que ça rentre dans votre sac à dos. On peut se déplacer facilement pour faire des ajustements ou simplement bouger à sa prochaine destination et optimiser sa journée d'enregistrement. Donc, basé sur tout ce que je viens de vous présenter, mon choix de prédilection, c'est souvent le starter pistol et sinon, en backup, le fouet. Il faut garder en tête qu'en fait, toute capture nécessitera un ajustement d'EQ par la suite. Donc, je vais vous parler un petit peu plus de l'édition et du post-processing dans un moment. Mais avant, je vais vous montrer une vidéo qui montre le processus de capture et d'enregistrement de réponses impulsionnelles dans différents environnements et comment elles sonnent aussi. Donc, la vidéo est divisée en deux parties. Tout d'abord, vous allez voir l'enregistrement avec un starter pistol et ensuite les réponses impulsionnelles qui sont passées dans un plugin de reverb à convolution appliqué sur un enregistrement de voix. Donc, il montre bien comment différents environnements vont drastiquement changer la perception de l'acoustique. Pure systems with base 5 and 6 are said to be very rare, but base 20 occurs in English when we use score, as in 4-7. Eventually, no system could keep pace with the decimal or Arabic numbering system, which has 10 numerals, the digits 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, and a decimal point. Alors, une fois la méthode de génération d'impulsion choisie, il faut déterminer la méthode de capture, donc l'enregistrement. Quel micro on va utiliser et dans quel format on veut enregistrer aussi. Alors, considérant les micros d'abord, le choix, en fait, est vraiment à votre discrétion, selon votre préférence et ce qui vous est accessible. Ce que je recommande fortement, toutefois, c'est en fait d'avoir plus qu'une paire de micros. Donc, de cette façon, vous pouvez placer les micros à différentes distances et même peut-être à différents angles pour capturer différents angles et comment les réflexions se comportent dans l'environnement à différents endroits. Donc, en utilisant plusieurs paires de micros, comme ça, vous avez plus de chances d'obtenir une prise de son de bonne qualité parce que vous avez finalement différents choix. Pour ce qui est du format, alors vraiment au minimum stéréo, mais considérez aussi ambisonics. Si c'est quelque chose d'accessible pour vous. Par exemple, en utilisant un microphone qui peut enregistrer en format ambisonics, par exemple le Zilia, qui permet d'enregistrer en format ambisonics jusqu'à 3e ordre. Alors, parlant d'ambisonics, j'en profite pour aborder le sujet avant de continuer, afin qu'on comprenne tous ce que c'est et le potentiel que ça peut avoir. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est? Ambisonics, c'est un format surround qui, en plus de couvrir le plan horizontal, couvre aussi le plan vertical, donc au-dessus et en dessous de l'auditeur. Et ce format ne contient pas de configuration de canaux associés à un placement spécifique de haut-parleur. Ça utilise plutôt le B-format, un format de représentation du champ sonore qui est complètement indépendant de tout placement de haut-parleur, qui peut ensuite être décodé dans n'importe quelle configuration d'enceinte. Et ce format est donc très pratique en jeu vidéo parce qu'il considère d'abord la source, l'origine du son et sa position dans l'espace, et donc de par sa nature comporte la possibilité de s'adapter à n'importe quel format d'écoute, écouteur, stéréo, surround, tout autre format. Dans un milieu comme les jeux vidéo où on ne contrôle pas la méthode d'écoute des joueurs, ça permet d'offrir l'expérience sonore la plus fidèle possible au niveau spatial, peu importe que la personne joue aux écouteurs, c'est ça, ou dans un autre système. Et de plus, ce format peut être utilisé non seulement pour des réponses impulsionnelles, donc comme je vous parle aujourd'hui, mais aussi pour n'importe quel son, en fait. Et je vais revenir un peu sur ce sujet un peu plus tard. Alors, pour revenir à nos réponses impulsionnelles, est-ce que c'est mieux de capturer en format stéréo ou en format ambisonics? Quelques points à considérer afin de prendre une décision éclairée. Tout d'abord, une réponse impulsionnelle en format ambisonics peut être lue par le plugin de reverb à convolution de Wwise, donc c'est tout à fait possible. On peut aussi considérer qu'il s'agit de la représentation de l'espace la plus juste, et donc plus précise qu'une réponse impulsionnelle stéréo. Et c'est possible de combiner l'utilisation de réponses impulsionnelles ambisonics avec des ambiances ambisonics, par exemple, pour une expérience de spatialisation très convaincante. Toutefois, il est possible d'exporter une réponse impulsionnelle en format ambisonics, même si la capture a été faite en stéréo ou dans un autre format. Donc, grâce à certains plugins, par exemple la suite IEM, il est possible de designer une réponse impulsionnelle dans l'espace. Donc, le design de réponse impulsionnelle dans Reaper en format ambisonics à partir d'un enregistrement stéréo est l'un des sujets que je vais aborder dans mon masterclass cet après-midi. Alors, je passe un peu rapidement sur ce sujet et ceux qui seront là cet après-midi pourront s'y plonger plus en profondeur. Alors, considérant qu'il est possible de designer une réponse impulsionnelle en format ambisonics, au niveau de la capture, est-ce que c'est mieux stéréo ou ambisonics? Capturer en format ambisonics implique donc d'utiliser un microphone ambisonics comme le Zilia. C'est très, très coûteux, en plus des logiciels qui sont également coûteux. Et la qualité des capsules à l'intérieur du micro, c'est pas nécessairement la qualité recherchée. Vraiment, vous faites avec les capsules qui sont dans votre micro ambisonics. Donc, capturer en format stéréo donne au contraire la possibilité d'utiliser ces microphones de choix et d'en utiliser aussi plusieurs paires, comme je disais, pour plusieurs perspectives à coût bien moindre. Et le format stéréo est à la base compatible avec la majorité des plugins, donc c'est plus versatile, tandis que le format ambisonics n'est pas compatible avec tous les plugins de convolution. Et finalement, c'est possible d'encoder des IR stéréo en format ambisonics par la suite, mais capturer directement en format ambisonics demeure la méthode de capture la plus fidèle de la représentation de l'espace. Donc, au final, stéréo, c'est plus simple, c'est plus versatile, mais le résultat, si vous voulez un format ambisonics, doit être designé et non simplement capturé tel quel. Donc, ça dépend de vos intentions, mais les deux formats demeurent valides. Donc, après avoir capturé la réponse impulsionnelle avec votre microphone de choix,
Il faut donc la traiter. Le traitement des réponses impulsionnelles fait également partie du masterclass cet après-midi. Je me vends un peu. Donc, je vous donne un petit aperçu rapide pour l'instant. Mais en gros, il faut savoir qu'un enregistrement fait à partir de microphone Zilia se fait en A-format, qui comporte 19 canaux. Le A-format donc, doit en premier lieu être converti ou encodé en B-format, qui est le format Ambisonix, avant toute autre étape. Une fois que vous avez encodé vos sons en format B-format, vous pouvez faire votre édition et post-processing au besoin, normaliser et choisir d'exporter vos sons en Ambisonix premier ordre, deuxième ordre ou troisième ordre. Vous pouvez aussi aller plus loin dans les ordres Ambisonix, mais donc à noter qu'un son Ambisonix de premier ordre comporte 4 canaux, tandis qu'un son Ambisonix de troisième ordre comporte 16 canaux. Donc souvent en jeu vidéo, si on utilise le format Ambisonix, ça sera en premier ordre, afin d'éviter d'utiliser 16 voix ou plus pour un son individuel. Mais il peut toujours y avoir des exceptions, c'est selon vos besoins. Pour ce qui est de l'export, je vais mentionner qu'il est avantageux d'utiliser le metadata et même d'inclure les images, lorsque vous en avez, qui montrent l'espace qui a été enregistré. Personnellement, je recommande fortement de suivre la convention de nommage de fichiers UCS, donc le Universal Category System. Donc, votre fichier va ressembler à quelque chose comme ça ici au final. Ça, c'est dans SoundMiner. Et vous voyez donc même l'image que j'ai mise dans le metadata. Je fais une petite parenthèse très rapide sur UCS, le Universal Category System, pour vous en parler si vous ne connaissez pas ça, parce que c'est de plus en plus répandu en jeux vidéo. Donc, c'est important, je pense que vous sachiez c'est quoi. Donc, le Universal Category System, c'est une initiative du domaine public de Tim Nielsen. Et le but est d'offrir et d'encourager l'utilisation d'une liste de catégories fixes pour la classification des effets sonores, donc pas juste les réponses impulsionnelles, mais vraiment tous les sound effects. C'est au lieu que tout le monde ait, en gros, leur propre système custom, le UCS offre une structure pour catégoriser les sound effects de façon cohérente et pour offrir une uniformité qui a simplement pour but de rendre les librairies de sons plus faciles à maintenir et à partager. Et le logiciel SoundMiner et d'autres logiciels, mais SoundMiner est un exemple, est compatible avec UCS et propose des workflows faciles et super rapides qui permettent de nommer vos fichiers en suivant la convention et d'ajouter du metadata. Donc, c'est un workflow qui est super pratique. Une fois que vous avez vos fichiers édités, designés, nommés et exportés, c'est le temps donc de les importer dans Wwise pour les écouter dans le jeu. Wwise ou un autre engin audio, évidemment, mais je vais vous parler de Wwise aujourd'hui. Alors, pour cela, il faut utiliser le plugin Wwise Convolution Reverb, et son utilisation est très simple. En fait, il suffit d'aller choisir votre fichier directement depuis le plugin et ajuster les niveaux de volume selon votre préférence. Une fois que vous avez vos réponses impulsionnelles dans Wwise, il s'agit simplement de tester, jouer avec le volume et itérer au besoin. Donc, j'ai une petite vidéo qui montre un peu ce que ça donne lorsque la réponse impulsionnelle est importée dans Wwise et qu'il est possible de tester en temps réel. Donc, dans la vidéo, vous pourrez entendre le son du fusil qui est d'abord sans reverb et ensuite avec reverb, à convolution bien sûr, dans différents environnements et comment ces différentes reverbs sonnent en solo. Ça va être écrit à l'écran.
Alors, maintenant qu'on a couvert un peu le sujet de la reverb à convolution et l'utilisation des réponses impulsionnelles custom, je vais vous parler un peu plus du format Ambisonix et de ses potentielles utilisations en jeu vidéo afin de représenter l'espace. Par exemple, vous savez probablement que le format quad est plutôt standard pour designer des bases d'ambiance, souvent appelées ambience bed en anglais. Le format Ambisonix de premier ordre est également 4 canaux, tout comme le quad, ce qui veut dire qu'au niveau de l'optimisation et de la performance, il n'y a aucun coût additionnel. Donc, pourquoi pas considérer Ambisonix? J'ai fait quelques tests dans une salle de mix équipée en format Dolby Atmos, plus précisément 7.4.1. Et j'ai comparé comment une ambiance quad sonne dans un environnement de jeu versus une ambiance Ambisonix de premier ordre. Et le résultat, en fait, est vraiment impressionnant au niveau de l'espace. J'ai un petit exemple vidéo qui compare les différents formats qui s'en vient juste après. Mais la meilleure façon de comparer serait vraiment aux écouteurs ou dans un environnement studio surround afin de vraiment bien entendre la différence. Donc, je vous encourage vraiment à faire vos propres tests si ça vous intéresse. Ensuite, d'autres sons qui peuvent bénéficier du format Ambisonix sont en gros tous les sons qui sont censés être entendus dans un champ surround. Donc, c'est souvent tout ce qui fait partie des ambiances, comme la pluie, le vent, les autres sons météorologiques. Mais ça pourrait très bien être autre chose qui est plus unique ou qui s'applique directement à votre projet. Donc, en résumé, il faut penser surround égale potentiel d'utilisation en format Ambisonix. Alors, pour conclure cette partie de la présentation qui englobe la reverb et l'ambiance de base, avant de passer aux réflexions, voici une petite vidéo qui montre une comparaison. Donc, ce qui est comparé ici, c'est donc pour un même environnement, dans ce cas-ci la forêt, comment sonne la combinaison d'une ambiance en format Ambisonix avec une reverb à convolution versus une ambiance stéréo algorithmique. Désolée, une ambiance stéréo et une reverb algorithmique. Voilà, donc à voir comment la salle traduira la comparaison ici, mais j'espère au moins que ça va vous donner un petit aperçu du potentiel. Bon, c'est plus clair aux écouteurs. Alors, donc l'acoustique, c'est bien sûr plus que simplement la reverb et l'ambiance. Donc, par exemple, quand on pense au monde physique, il y a au moins un autre élément très important qui entre en jeu dans la représentation sonore de l'espace. Ce sont les premières réflexions, appelées en anglais « early reflections ». Donc, qu'est-ce que c'est, les « early reflections » et pourquoi c'est important? Donc, les premières réflexions sont les sons qui arrivent au listener dans le jeu après avoir été reflétés une ou plusieurs fois sur des éléments de l'environnement acoustique, donc par exemple les murs, les plafonds, les planchers. Ces sons parviennent après le son direct, donc souvent dans un délai de 5 à 100 millisecondes, mais arrivent souvent avant le champ réverbérant, ou du moins avant la fin. Ces premières réflexions donnent au cerveau de l'information quant à la grandeur de l'espace et à la distance des sons dans cet espace. Donc, elles ont un rôle très important à jouer dans la définition du caractère général et du son d'une pièce ou d'un espace. Souvent, on va différencier les premières réflexions du champ réverbérant en disant que les premières réflexions constituent vraiment un délai audible du son direct, tandis que le champ réverbérant est plus diffus. Donc, c'est deux choses très différentes. Et donc, comment on représente les premières réflexions en jeu vidéo? C'est souvent une question de technologie et de système. Il existe certaines technologies qui offrent la possibilité de générer des réflexions en fonction de l'espace, comme Wise Reflect, par exemple, mais on voit aussi très souvent des systèmes custom qui sont développés pour les besoins d'un projet particulier. Alors, par exemple, voici à quoi ça ressemblait dans It Takes Two. Il s'agit de notre propre système custom. Donc, à l'écran, vous pouvez voir notre système de délai avec toute l'information de debug qui est affichée. Vous pouvez voir les rayons verts qui partent de chacun des personnages et qui vont vers leur gauche et leur droite. Donc, ces rayons cherchent des surfaces. Lorsqu'ils se heurtent à une surface, ils enregistrent un paquet d'informations, incluant par exemple le type de matériel de surface heurté, le temps que ça a pris pour s'y rendre, dans quel
type d'environnement le joueur se trouve et bien plus. Donc, basé sur toute cette information-là, ainsi que sur les propriétés qui sont déterminées pour chaque type de surface et sur d'autres paramètres qui sont déterminés par le designer, donc selon le type d'environnement. Par exemple, on a le niveau de feedback, le volume et les filtres qui sont appliqués au signal. Donc, toutes ces réflexions-là vont se comporter de manière très spécifique, basée sur où le personnage se trouve à tout moment. Donc, l'idée est vraiment de simuler comment ces réflexions-là se comporteraient dans le monde réel, de façon à ce que le joueur vraiment entende ce qu'il voit. Et quand on entend ce qu'on voit, donc ça correspond à... quand tout ça c'est cohérent, on contribue à faire en sorte que l'univers du jeu soit plus convaincant et donc plus immersif. On pourrait dire qu'une amélioration potentielle du système que vous voyez ici à l'écran, ce serait tout simplement d'avoir plus de rayons, donc notamment qui vont vers l'avant, qui vont vers l'arrière, ou même qui vont en dessous et au-dessus du personnage. Ici, c'est juste une question de performance, sans oublier que It Takes Two, c'est split screen, donc on a déjà 4 rayons. Mais voilà, c'est selon vos ressources. Alors, je vais vous montrer un petit exemple de ce système en action, ce système de délai dans It Takes Two. Alors, écoutez bien comment les personnages, comment le son des personnages, surtout la voix et le foley spécifiquement, sont distingués de façon très audible d'un environnement à l'autre, grâce à l'emphase qu'on met sur le changement de type d'acoustique. You're not helping! You know, I wonder where that annoying book even came from. He said Rose bought him. Well, he doesn't sound like a book she would buy. No, more like a pretentious self-help book you'd buy. You know, self-help books are very important to some people, okay? Alors, il existe des solutions techniques commerciales qui proposent de faire le travail de représentation acoustique pour vous. Je vais vous faire un petit bilan de ce qui existe sur le marché présentement afin que vous ayez une idée. Alors, Wwise Spatial Audio, développé par Audiokinetic, est le module dans Wwise qui expose un nombre de services reliés à l'audio spatialisé qui inclut 2 aspects importants. D'abord, Rooms and Portals et Wwise Reflect. Rooms and Portals modélise et simule la propagation de la réverbération dans l'espace, tandis que Reflect s'occupe de simuler les premières réflexions en temps réel en considérant donc la physicalité de l'espace et des paramètres comme les textures et matériaux des surfaces. L'utilisation de ce module implique le positionnement de Room Objects, qui sont essentiellement des zones déterminées par le designer qui représentent les différents espaces dans le jeu. Donc, ces zones peuvent être connectées aussi par des portails afin que les sons puissent passer d'un espace à l'autre tout en suivant leurs paramètres d'acoustique respectifs. Et finalement, le son peut également être affecté par la géométrie du jeu et être diffracté, occlus ou obstrué par les obstacles dans son chemin. Donc, quelques pour et quelques contre de Wwise Spatial Audio. Tout d'abord, il faut placer tous les Room Objects, donc toutes les zones, à la main. Donc, il ne s'agit pas d'un système qui détecte l'architecture de façon automatique. Si vous voulez ce type de solution, il va falloir investiguer comment y arriver par vous-même, mais ce ne sera pas quelque chose qui va être offert par défaut par cette technologie-là. Toutefois, ces Room Objects offrent plusieurs avantages une fois placés. Par exemple, plusieurs paramètres qui sont ajustables, tels que les textures acoustiques, qui sont équivalentes au matériel finalement, qui appliqueront différents filtres au son qui est reflété, ainsi que la possibilité d'assigner un différent ordre de réflexion. Donc, ils appellent ça un reflective order. Ce qui veut dire que, en fait, les réflexions pour des sons plus importants peuvent être calculées sur 2 ou plus surfaces, tandis que les sons moins importants demanderont moins de performance en ne calculant qu'une seule réflexion. Donc, c'est un petit perks. Ça vient aussi avec sa propre solution de debug, donc c'est très important d'avoir une solution de debug, où on peut très bien voir les rayons et on peut aussi contrôler le nombre de rayons qu'on veut calculer.
Mais malgré ce qui semble un grand nombre de paramètres modifiables, la technologie demeure plutôt simple, où seuls les seuls facteurs qui vont réellement affecter la qualité et le son des réflexions, ce sont donc les filtres des textures acoustiques et le reflective order. On pourrait désirer plus de paramètres. Donc, par exemple, le niveau de feedback selon la texture acoustique, qui pourrait simuler des réflexions additionnelles sans avoir à générer plus de rayons ou calculer plus de réflexions ou plus de rebonds. Ou encore un système qui ne considère pas uniquement le type de texture acoustique, mais également le type d'environnement. Donc, en considérant plusieurs types d'environnements, un son reflété sur une texture de bois, par exemple, pourrait ne pas se comporter de la même façon s'il se produit dans un espace restreint ou dans un grand espace. Néanmoins, ce module présente beaucoup de potentiel, mais bien sûr, il faut considérer donc le travail manuel important de placer et de dessiner toutes les zones soi-même. Avant de passer à la prochaine solution commerciale, j'ai un court vidéo qui montre Reflect en action dans un prototype très simple. Alors, une autre solution commerciale qui a pour but de simuler l'acoustique, on a Microsoft Project Acoustics. Attention toutefois, c'est exclusivement sur Microsoft, donc si votre projet est développé sur PlayStation, Project Acoustics n'est pas supporté. Donc, c'est un moteur d'acoustique qui modélise les phénomènes acoustiques qui affectent les ondes sonores comme l'occlusion, l'obstruction et la réverbération dans des environnements complexes, sans nécessiter le placement manuel de zones et sans non plus lancer de rayons qui coûtent cher en CPU. Donc, ce temps sauvé en travail manuel et sa légèreté d'opération en temps réel constituent vraiment ces deux plus grands avantages. Toutefois, Project Acoustics ne génère pas de première réflexion. C'est vraiment seulement pour la réverbération et l'occlusion, l'obstruction. Donc, pour les réflexions, il va falloir combiner Project Acoustics à une autre technologie ou créer son propre système en plus. Et il faut considérer qu'il y a tout de même un peu de travail manuel à faire. Il faut éditer des assignations de matériel soi-même. Normalement, c'est un travail qu'on fait une seule fois, mais qui peut quand même être time-consuming. Aussi, le travail d'analyse ou de bake, qu'on appelle, de l'architecture, nécessite une puissance de calcul vraiment intensive, donc ça prend beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en temps réel. Donc, a priori, son gros avantage, c'est vraiment l'absence de possibilité de modifier son environnement dynamiquement en temps réel dans le jeu. Donc, par exemple, si une porte ouvre ou si un trou dans le mur se forme, ça ne sera pas représenté en temps réel. Donc, si vous voulez ce genre de modification, c'est peut-être possible, mais il va falloir investiguer votre propre solution. Ce n'est pas quelque chose qui est compris dans la technologie de Project Acoustics out of the box. Alors, au final, un seul système, c'est rarement suffisant dans un jeu d'envergure comme un AAA. Ce sera probablement une combinaison de vos propres solutions in-house et de technologies commerciales. Par exemple, rien ne vous empêche d'utiliser Project Acoustics pour tous les environnements extérieurs, Rooms and Portals pour tous les environnements intérieurs, Wise Reflect pour les premières réflexions ou même votre propre système. Ce sont vraiment les besoins de votre projet, vos ressources de développement, par exemple, avez-vous un programmeur audio, et bien sûr, votre budget, qui seront les facteurs dans votre décision. Alors enfin, en plus des premières réflexions, il existe un autre phénomène physique dont on peut tirer profit afin de représenter l'acoustique. Donc, le dernier exemple dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les réflexions longues, appelées en anglais souvent reflection tails. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de réflexions qui sont designées. Donc, sont designées pour représenter certains types d'environnements spécifiques, donc soit intérieurs, extérieurs, des petits, grands, fermés, ouverts, ainsi de suite. Ça peut être très, très, très spécifique. Donc, ces réflexions longues vont être jouées en plus des premières réflexions et en plus de la reverb. Elles sont généralement implémentées de façon modulaire dans le moteur audio,
Donc, c'est-à-dire que c'est possible de les jumeler en temps réel avec des sons qui sont propices à générer des réflexions longues, comme des explosions ou des sons forts en général. Alors, pourquoi ne pas simplement exporter le son d'origine avec sa réflexion longue? Parce qu'on veut que ce soit systémique, en fait. Donc, parce que ce son peut potentiellement être joué dans différents types d'environnements. Donc, l'ajout de réflexion de façon modulaire permet d'exporter seulement, évidemment, une version du son original et de faire le système d'ambiance et d'environnement faire le reste du travail en jouant les réflexions qui sont associées au type d'environnement en temps réel, de la même façon qu'on le fait pour la reverb et pour les premières réflexions. Alors, je vous montre une petite vidéo qui montre qui montre un exemple dans It Takes Two de réflexion longue. Donc, tout d'abord, vous entendrez une comparaison d'une arme qui est utilisée par un des joueurs dans un très grand espace, donc sans réflexion longue et sans reverb, et comparée donc avec la réflexion longue et avec la reverb. Ensuite, deuxième partie du vidéo, vous aurez également une comparaison donc d'un même son de canon qui montre donc comment ce son sonnerait s'il était joué dans différents espaces dans le jeu, donc en ajoutant la reverb et les réflexions longues appropriées pour chacun de ces environnements. Alors maintenant, avant donc de terminer, je veux aborder le sujet de l'audio orienté objet ou Object-Based Audio, donc aussi connu sous le nom de 3D Audio à cause du logiciel Sony Tempest 3D Audio. C'est un sujet qui est encore flou pour beaucoup, mais qui prend de plus en plus de place dans l'audio pour jeux vidéo et qui s'installe progressivement comme un nouveau standard. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est concrètement et pourquoi c'est important. Alors, l'Object-Based Audio, c'est la nouvelle solution pour l'audio 3D ou spatialisé et sa représentation dans votre dispositif d'écoute, donc par opposition à l'audio channel-based ou en format de canaux prédéterminés, qui sont donc le standard en jeu vidéo depuis toujours. Alors, c'est quoi la différence entre l'audio object-based et channel-based? En gros, l'audio orienté objet, ça veut dire qu'au lieu d'envoyer un son dans un canal spécifique dans le mix, la source sonore elle-même est rendue avec de l'information qui contient l'endroit où ce son est censé jouer en relation avec la position du listener. Donc, la position du son dans l'espace, donc ses coordonnées X, Y, Z, sont enregistrées avec la source sonore elle-même, donc l'objet, sous forme de métadata. Et la façon dont cette position est transmise vers votre dispositif d'écoute donc, n'est pas à travers un mix prédéterminé, mais grâce à un moteur de rendu qui est externe. Donc, ce processus, ce rendement, a lieu directement sur votre PC ou sur votre console de jeu, où c'est le matériel DSP intégré qui décode l'audio et le traduit vers votre dispositif d'écoute qui est détecté. Alors, aux écouteurs, l'audio avec ce type d'information spatiale peut être décodé en format binaural en envoyant le signal à travers un filtre HRTF, ce qui est possiblement la façon la plus précise de traduire du son spatialisé. Donc, c'est parfait, en fait, pour le domaine des jeux vidéo, puisque statistiquement, la majorité des joueurs jouent au casque. Donc, le mix vient donc de passer d'un format de base stéréo down-mix de tous les sons du jeu à un mix binaural de sources object-based, ce qui rend l'expérience plus convaincante et donc plus immersive. Donc, c'est malheureusement pas possible de vraiment démontrer la différence ici, puisque je ne peux pas vous faire écouter aux écouteurs sur les haut-parleurs ici. Mais je vous encourage fortement à découvrir et à jouer à des jeux qui utilisent le format object-based. Et donc, essayez chez vous à la maison, essayez aux écouteurs, essayez même ça fait quoi comme différence au haut-parleur. Et c'est ça, écoutez la différence et soyez convaincus par vous-même. Alors, tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, de la reverb à convolution,
aux réflexions longues, en passant par les premières réflexions et même l'audio orienté objet, c'est inspiré de ce qu'on appelle le worldizing. Le worldizing, c'est un terme utilisé pour la première fois par Walter Murch du cinéma, qui se voulait être une façon de placer le son dans son environnement le plus fidèlement possible. Donc, la différence entre le worldizing de Walter Murch et la représentation de l'acoustique dans les jeux vidéo aujourd'hui, c'est seulement la technologie utilisée pour le faire. Donc, alors que le processus de Walter Murch impliquait de réenregistrer des sons dans un environnement réel en le faisant jouer à travers des haut-parleurs, nous, on utilise nos propres réponses impulsionnelles, par exemple, et des plugins de reverb à convolution, et on pense plus en termes interactifs et systémiques. Toutefois, l'intention est la même. Simuler de la façon la plus fidèle possible l'environnement représenté à l'écran, l'exagérer lorsque nécessaire pour que ça soit plus convaincant, et afin de contribuer à un sentiment d'immersion et faire croire aux joueurs qu'il est présent dans cet univers. Alors enfin, comment tout ça se combine ensemble? Alors imaginez que vous avez un jeu qui utilise une combinaison de Project Acoustics afin de représenter tous les environnements extérieurs, Rooms and Portals pour tous les environnements intérieurs, 3D Audio pour les sources sonores positionnelles, ainsi que des ambiances et des réponses impulsionnelles en format ambisonics. Tout cela décodé en binaural pour écouteurs. Et si même on pense un peu plus loin, au futur de l'acoustique en jeu vidéo, on peut imaginer une solution qui, comme Project Acoustics, donne un compte-rendu de l'architecture d'un environnement donné, mais au lieu de le faire offline, tout ça est calculé en temps réel, de façon à ce que des modifications dans l'architecture soient représentées de façon dynamique, et ce, sans aucun travail manuel de la part du sound designer. Alors, je vous laisse un peu rêver à cette éventualité en terminant avec un dernier petit vidéo qui combine tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui ensemble et qui démontre bien, je l'espère, comment l'acoustique peut grandement influencer le caractère sonore de votre jeu et contribuer au sentiment d'immersion. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a un petit peu de temps pour des questions, si vous en avez. Bonjour, merci beaucoup. Ma question va porter plutôt sur... Enfin, ça va être une question 3 en 1.
Sur le système d'Early Reflections, aujourd'hui, on voit beaucoup, la grande innovation de la dernière génération, c'était le ray tracing pour les graphismes. Est-ce qu'on peut imaginer bientôt un monde dans lequel on pourra faire du ray tracing audio et calculer les réflexions, pas que les premières réflexions, mais toute la pièce avec plus de rayons? Est-ce qu'il y a déjà des systèmes qui existent? Et si oui, à quel point ça supplante le travail de sound designer, dans le sens où peut-être que le travail de design sur les réflexions longues et sur le design des reverbs à convolution, du coup, est peut-être un peu touché par ça? Très bonne question. À ma connaissance, le ray tracing se passe sur le GPU et non le CPU. Donc, je ne suis pas une experte de graphique, mais à ce que je sache, la communication entre le GPU et le son est complètement absente en ce moment. Est-ce qu'on peut imaginer un univers où ça communique? Peut-être. Je ne connais pas assez la technologie pour dire que ça va se produire. J'aimerais bien penser qu'on puisse combiner effectivement les disciplines, dire tant qu'à faire du ray tracing pour les graphiques, on va utiliser le data pour l'audio. Mais donc, à ce que je sache, ce n'est pas quelque chose qui se fait en ce moment ni dans un futur proche. Pour ce qui est du deuxième volet, en fait, c'est super intéressant parce que j'en profite pour mentionner que je ne l'ai pas vraiment dit dans la présentation, mais Project Acoustics va générer une reverb pour toi, en fait, pour le designer. Donc, il n'y a pas vraiment de travail de design de reverb à faire. Vous pouvez juste comme manipuler un peu le data que vous recevez de Project Acoustics. Donc, mais moi, personnellement, comme designer, je préfère utiliser mes reverbs à convolution, par exemple. Donc, je peux faire une override de Project Acoustics là où je trouve que c'est nécessaire pour vraiment avoir plus de contrôle sur le design. Donc, je pense que oui, des solutions qui sont automatisées, qui nous donnent la possibilité de passer moins de temps sur le développement des systèmes ou de faire du travail. C'est quelque chose qui couvre, dans le fond, un 70-80% de la job. Ça peut être super pratique. Je pense qu'on va toujours vouloir optimiser un peu le travail de cette façon-là, mais avoir aussi le contrôle sur le design puis une agence de création. Je pense que comme designer, on va toujours vouloir ça aussi. Fait que je pense que les deux peuvent coexister. Salut, merci beaucoup pour la presse. Petite question sur It Takes Two. On voit que vous avez fait un travail assez énorme de contextualisation des sons, mais en même temps, on a 2 points de vue à chaque fois en même temps. C'est quoi les règles que vous avez appliquées pour éviter les conflits, de ne pas brouiller du coup la perception de l'environnement sonore? C'est une bonne question, puis je pourrais en parler pendant une autre heure. En fait, j'ai plusieurs talks online disponibles sur It Takes Two, sur la spatialisation, sur le split screen, puis comment on a dealé avec tous ces problèmes-là. Mais en gros, la réponse simple, c'est qu'on a utilisé le panning à notre avantage. Donc, 95% du temps, les personnages sont toujours à gauche-droite. Donc, on a utilisé ça pour différencier un peu où sont les sons. Donc, les personnages de gauche sont toujours un peu pannés vers la gauche-centre et donc l'inverse, droite-centre. Et il y a tout un travail de système custom de positionnement des sons où on utilise un mélange de où est-ce que le son est placé en termes donc, on utilise un mélange du volume et qu'est-ce qu'on avait fait? Le volume et le panning qui sont comme déconnectés pour déterminer où est-ce que ça va jouer en fonction de quel joueur regarde dans quelle direction. Donc, c'est un peu complexe, donc je ne vais pas aller trop loin, mais c'est effectivement... en fait, la priorité, c'est où le personnage qui entend ou qui voit le son se trouve. Donc, si le son est dans l'écran, on va prioriser cette perspective-là la plupart du temps. Ok, et juste au niveau des reverbs, vous avez fait pareil, de choisir à chaque fois une seule reverb pour un son donné pour éviter qu'il y ait les 2 acoustiques qui se mélangent. La reverb est donc par environnement. Donc, s'il y a un personnage qui se trouve dans un environnement et un personnage qui se trouve dans un autre environnement, ils vont avoir 2 reverbs différentes et on va entendre les 2 reverbs différentes. En fait, c'est surprenant à quel point les joueurs, quand ils jouent split screen, sont vraiment focusés sur leur partie de l'écran. Donc, ça cause moins de problèmes qu'on pense. Puis, pour ce qui est de... C'est ça, je pense que ça répond à ta question. Merci. On a le temps pour 2 questions encore. Okay. Merci. Alors, vous avez parlé du positionnement 3D. Et donc, évidemment, tous les exemples qu'on a vus, c'était des jeux en 3D.
Mais s'il s'agissait de traduire cette logique sur un jeu 2D, est-ce que les outils à utiliser seraient les mêmes ou est-ce qu'il faudrait les adapter? Oui, bonne question. Personnellement, j'aurais tendance à dire que le son qui est dans un jeu en 2D existe quand même dans un espace. Donc, je ferai quand même tout mon possible pour représenter cet espace-là. Reverb à convolution, oui. Peut-être qu'Ambisonics, ça devient un peu overkill parce qu'on n'a pas besoin du champ surround. Mais à voir, il faut faire des tests, je pense, puis s'amuser. Je pense qu'il ne faut pas minimiser l'importance de l'espace dans un jeu 2D. Absolument pas. Ça va avoir vraiment un bel impact si on peut représenter l'acoustique du mieux qu'on peut. Merci pour la présentation. Je voudrais savoir si vous pensez que, en raison de toute l'expertise que ça demande, ça va être des techniques qui vont rester réservées aux grosses productions, ou si ça va progressivement se démocratiser et devenir plus accessible, peut-être plus simple pour soit des gens qui ont moins de connaissances techniques, soit qui ont moins de moyens en termes de logiciels. Vous posez vraiment des bonnes questions. En fait, je vois pas pourquoi ça serait pas démocratisé. Parce que dans ce que j'ai parlé aujourd'hui, même jusqu'au format Ambisonics, il y a vraiment aucun coût additionnel à l'utilisation de ça. Ambisonics, c'est gratuit. IM, c'est gratuit. Wwise est disponible pour les jeux indépendants. Donc, il n'y a vraiment aucun obstacle à l'utilisation de ces technologies-là dans des jeux qui ont moins de ressources, moins de budget. Moi, j'encourage vraiment d'explorer comment on peut pousser l'ambition au niveau de la représentation acoustique. C'est sûr que, bon, Project Acoustics, ça a un coût, ça, c'est sûr que c'est à considérer, mais c'est pas la seule option. Donc, en plus, dans les jeux indés, c'est peut-être plus facile de faire du travail manuel. Je veux pas prendre pour acquis quoi que ce soit, mais tu sais, j'ai travaillé sur des jeux AAA, AA, où c'était tout à fait possible de placer des zones à la main et de faire ce travail-là manuel. Donc, il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser des outils comme la Reverb à convolution et Ambisonics et tout ça. OK, merci. Merci.